Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde! J'espère que cet épisode vous trouve en pleine forme. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis rejointe à mon micro par Mélissa, alias Nzobadila sur Instagram. Mélissa, c'est une de mes bookstagrammeuses préférées. Elle partage ses meilleures références lecture engagées sur Instagram. Et c'est aussi quelqu'un que j'adore suivre sur LinkedIn, où j'apprécie ses conseils pratiques et son ton léger et drôle. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle s'est lancée sur les réseaux sociaux, parce que des sujets lui tenaient à cœur en lien avec sa maternité ou son état de femme noire. Elle nous raconte comment elle a écouté plus son envie que sa peur et comment ses prises de parole ont transformé sa vie. Et puis on a parlé vie de maman. On a parlé grossesse, on a parlé postpartum et on a parlé reprise du travail puisque Mélissa est en plein dedans. Et il se trouve que Mélissa a été ma cliente en 2024. Alors on a aussi parlé de cet accompagnement et de ce qu'il a changé pour elle. Et pour cet épisode, je n'avais pas envie de parler uniquement de son accompagnement. J'avais aussi envie de partager la merveilleuse personne qu'est Mélissa parce que je la trouve inspirante. Pour moi, elle représente ce qui se passe quand on ose chercher sa voix, l'exprimer et la faire porter haut et fort. Et j'ai été très honorée de l'accompagner sur cette transition de vie que représente une deuxième grossesse. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir cette conversation et je vous souhaite de passer un excellent moment. Bonne écoute! Hello Mélissa, c'est un plaisir de t'avoir dans le podcast et de te revoir après ces quelques mois d'accompagnement ensemble. Salut Ruth, et moi aussi je suis hyper contente de te revoir et de rediscuter avec toi après tous ces chamboulements. Alors on va effectivement parler un peu de ton accompagnement, mais ça fait longtemps que toutes les deux on se suit sur les réseaux. D'ailleurs quand on s'est rencontrés, on s'est dit c'est trop bizarre parce qu'on a l'impression de se connaître. Et je trouve que tu as un parcours hyper intéressant. Les balles avec lesquelles tu jongles, on se dit cette fille elle est hyper pertinente, j'ai envie que tout le monde en profite et entende ce qu'elle a à dire. Du coup, j'aimerais que tu parles un peu plus de toi dans cet épisode si ça te va et que tu nous fasses découvrir les balles avec lesquelles tu jongles, les choses qui te font vibrer, les choses qui t'animent. Est-ce que ça te va? Parfait. Nickel. Ok. Alors, je vais te demander avant toute chose de te présenter pour notre audience. Ok. Donc moi c'est Mélissa, j'ai 37 ans et j'ai une famille composée de 2 petites filles adorables, une de 2 ans et demi et une de 4 mois et leur papa avec qui je suis depuis maintenant presque 15 ans. Et donc je travaille dans le marketing et à côté de ça j'ai aussi une activité de consultante en communication et aussi de bookstagrammeuse. Donc, c'est-à-dire que j'ai un compte Instagram dédié à la lecture, de préférence engagée. Voilà. Ouais, effectivement, c'est exactement ce que je voyais sur les réseaux. Je me disais, mais comment elle fait pour être sur tous ces fronts? Parce que du coup, tu as quand même 2 activités professionnelles. En plus de ça, tu es active sur les réseaux. Et c'est pas que sur Instagram, t'es aussi active beaucoup sur LinkedIn. Ouais. Moi, la question qui me vient, avant même de me dire, tiens, comment tout ça vit ensemble, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime et fait que t'as autant de choses à partager sur les réseaux, dans tes activités? C'est vrai que du coup, il y a quelques jours, et aussi en préparant l'interview, je refaisais un peu le point sur ces 5 dernières années. Il y a pas longtemps, j'ai partagé sur Insta le fait qu'il y a 5 ans, il y avait le Covid. Et donc, du coup, parce que pour moi, ça a vraiment été un espèce de moment de déclic, en fait. Parce que jusqu'à là, je crois que ce soit LinkedIn ou Instagram, et TikTok aussi, TikTok, je n'utilisais pas vraiment. Mais c'était vraiment juste en tant que spectatrice. Et puis, il y a eu le confinement. Donc, comme un peu beaucoup de gens, on a
passé beaucoup de temps sur les réseaux. Et puis, il y a eu l'événement avec George Floyd et là, ça a vraiment tout changé. Dans le sens où j'avais déjà envie de partager sur les réseaux une image des personnes noires, non blanches et aussi des femmes, enfin, de ce qu'on appelle malheureusement les minorités, alors qu'en soi, bon, on n'est pas vraiment une minorité si on devait faire un vrai calcul, mais bon, voilà. Mais donc, j'avais envie de mettre en avant nos différences, nos cultures, les variétés de cultures, et de le partager sous l'angle des personnes concernées, parce que jusqu'à présent, ben, l'image qui était partagée de nous dans les médias généralistes, c'était une image négative. Et donc, du coup, l'événement avec George Floyd, et un peu, avant ça travaillait un peu dans ma tête, mais du coup, l'événement, ça a vraiment accéléré l'envie de commencer à parler. Et donc, du coup, ben, j'ai commencé à poster d'abord sur Instagram et puis alors sur LinkedIn, ben, pareil, je me suis dit, ben, je vois que des hommes blancs responsables de start-up ou des conférenciers. Enfin, moi aussi, j'ai des choses à dire, entre guillemets. Je suis peut-être pas diplômée de Harvard ou je sais pas trop quoi, mais en soi, l'expérience que j'ai est valable aussi. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auront envie aussi qui ont le même problème que moi, qui se disent je suis pas légitime alors qu'elles le sont complètement et qui ont envie de parler. Et donc, du coup, j'avais juste envie de partager mon expertise sur LinkedIn. Et donc là, j'ai commencé à le faire. Mais ça part vraiment d'abord de l'envie de montrer une image autre qu'on a l'habitude de voir des personnes, entre guillemets, comme nous. Malheureusement, c'est un peu comme ça qu'on doit le présenter parce que c'est comme ça que beaucoup de gens nous voient encore aujourd'hui, je pense. Ok. Ok, donc l'envie hyper forte, un gros moment de déclic. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que en fait, ton envie aurait aussi pu être ce qui te bloque. Tu vois, te dire, bah, je vois que des hommes blancs, je vois que le même type de profil, moi, j'y corresponds pas. Et du coup, quelqu'un d'autre à ta place aurait pu se dire, bon bah, j'ai pas ma place ici, du coup, je vais rester, je vais me tenir, je vais pas parler et je vais continuer à regarder et à consommer. Qu'est-ce qui toi fait que t'es pas tombé là-dedans et que tu t'es dit, bah, j'en vois pas, donc je vais y aller. C'est hyper paradoxal en fait. C'est clair. Je crois que je crois que la peur, parfois, ça a ce côté paradoxal de se dire, j'ai peur, mais soit je reste dans mon truc et voilà, tant pis, j'avance pas, ou enfin, j'avance pas, ou je reste dans cet état et voilà, je suis entre guillemets paralysée par la peur. Et le quelque chose que t'en fais, ben, c'est soit de rester là et d'observer, ce qui est pas mal aussi, ou soit ben, de t'en saisir et de dire, ok, ben, au pire, il n'y a pas mort d'homme, et c'est ce que j'ai fini par me dire. Enfin, voilà, là, en l'occurrence, en parlant de George Floyd, il y a quand même eu des conséquences graves, mais je veux dire, dans le sens où je me suis dit, ben, je risque pas ma vie en faisant ça, quoi. Et en amont de George Floyd, quand je dis que ça avait commencé la réflexion commençait à se faire, c'est aussi parce que du coup, on en parlera peut-être par après, mais donc avant d'avoir mes deux filles, j'ai eu une première grossesse qui s'est malheureusement arrêtée trop tôt. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup besoin d'en parler parce que je cherchais de la littérature ou des sujets ou des podcasts, ou enfin, chercher des supports qui en parlaient. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'on parle aussi peu du deuil périnatal. C'est pas possible qu'en plus de ça, ben, c'était aussi lié à une maladie qui est beaucoup présente chez les femmes noires, donc les fibromes, et donc un peu de négligence aussi, je pense, de la part du gynécologue qui me suivait à l'époque. Et donc du coup, tout ça a fait que j'avais besoin d'en parler parce que je savais que c'était lié à mon état de femme noire, à mon état de femme, parce qu'on prend beaucoup sur nous, on dit pas les choses. Quand j'ai perdu ma fille, les jours qui ont précédé l'accouchement prématuré, j'avais des douleurs, mais je pensais que c'était normal. Et en fait, non, c'est pas normal. Et je me dis que si on avait su si on m'avait dit, mais ça, quand il y a quelque chose, il faut en parler, il faut le dire quand ça fait mal. Enfin, tout ça, je me suis dit, ben non, ça doit, entre guillemets, plus arriver. Bon, fatalement, ça arrive toujours, mais je me dis, si moi, à ma petite échelle, je peux faire quelque chose, ben, j'ai envie de pouvoir le partager. Et je pense que c'est ça que j'essaye de faire et que je crois je réussis un peu à le faire dans le sens où je vois que dans ma communauté, dans les personnes qui me suivent, j'ai souvent des personnes qui me disent qui me disent merci de partager les choses avec autant de sincérité et sans filtre. Ou alors des personnes qui viennent me trouver pour me dire, ah, Mélissa, j'ai une copine qui a vécu ça, la même chose que toi, est-ce que tu pourrais me recommander des livres qui pourraient l'aider, etc. Et moi, ça me fait super plaisir parce que je me dis, ben, si à ma petite échelle, j'arrive à mettre la petite graine chez une personne qui, dans son entourage, il y a quelqu'un qui a vécu la même chose. Moi, j'ai été relativement bien entourée. Je pense que ça aurait pu l'être un peu plus parce qu'il y a eu des personnes qui ont été maladroites aussi, mais voilà. Je me dis que si elles avaient eu quelqu'un qui les conseillait sur quoi dire ou des livres à lire, etc., ça aurait peut-être été plus facile à gérer, quoi. Donc vraiment, ces événements-là ont fait que
je me suis dit, OK, ça me fait peur, mais j'ai envie de dépasser cette peur parce que de un, ben, ça peut aider. Et puis, je pense aussi égoïstement, j'avais aussi envie de montrer, de dire des choses et de pouvoir aussi créer mon réseau. Donc, il y a cette envie de pouvoir potentiellement aider et de cette peur d'avoir quelqu'un d'autre qui vive la même chose que ce que j'ai vécu avec ma première fille. Déjà, je suis tellement désolée pour la perte de ta première petite fille. Et on va en reparler si tu te sens prête ou si tu sens que c'est quelque chose qui est naturel pour toi. Mais ce que j'entends de comment tu as réussi à dépasser ta peur, c'est que déjà, c'était un peu une sorte d'exutoire. Et puis surtout, j'ai l'impression que tu as choisi d'écouter plus l'envie que la peur, en fait. Je crois que c'était aussi maintenant que tu le dis, et c'est marrant parce que ça a été souvent comme ça quand tu m'as suivi, des choses que tu dis que je me dis ah oui, au final. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça a vraiment été aussi une forme de thérapie en fait finalement pour moi de faire ça parce que parler de ce qui m'était arrivé, ben comme j'ai dit, je voulais que d'autres personnes puissent trouver des ressources pour être aidées, des ressources que moi j'ai pas trouvé facilement, donc c'était vraiment une aide. Et par après, ben je me dis par rapport au réseau LinkedIn qui est plus professionnel où je parle très peu de ma vie privée, mais je pense que je vais commencer tout doucement à le faire un peu plus. Je crois que créer ce réseau, me montrer présente, etc., ben ça m'aide à être en contact avec des personnes plus influentes qui pourraient potentiellement aussi me faire grandir et me donner plus de place pour dire les choses que j'ai à dire qui concernent ben, finalement du privé. Quoi. Donc, tout se rejoint un petit peu. Quoi. Ok, mais c'est chouette de devoir évoluer en tout cas parce que je trouve qu'effectivement on sent, et je sais pas si tu le perçois aussi, mais depuis 5 ans on sent une évolution. C'est comme si tu avais trouvé ta voix, elle devenait de plus en plus forte. C'est pas que tu oses plus, c'est pas que tu osais pas avant, mais on se dit ouais, là il y a une vraie présence, il y a vraiment quelqu'un derrière. Comment est-ce que toi tu vis cette évolution depuis 5 ans? Je le voyais pas comme ça. C'est vrai? Mais enfin, je crois que enfin maintenant, enfin oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, peut-être oui, oui et non dans le sens où je vois que les gens me disent ah Mélissa, enfin encore récemment un proche m'a dit si je dois commencer à parler sur LinkedIn, je viendrai te trouver parce que je vois ce que tu fais. Enfin et là sur les 2 dernières semaines, 2 proches m'ont demandé de les aider sur leurs réseaux sociaux. Et effectivement, ben je pense que au tout départ, les gens pensaient que je faisais ça en m'amusant. Enfin, et c'était vrai, c'est l'amusement. Donc, je me servais un peu de mon compte Instagram et de LinkedIn comme un laboratoire. Et progressivement, c'est devenu un peu pro. Mais je crois que les gens sont d'abord dit, ah tiens, qu'est-ce qu'elle fait, Mélissa, c'est n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et puis là, maintenant, ben, il y a plus un regard. Ma prise de parole est considérée. Pas juste pour le côté drôle, parce que c'est vrai que je partage quand même beaucoup des choses drôles. Je pense que on parle en off du fait qu'il y avait la grève encore la semaine prochaine et que du coup, ben, ça perturbe un peu mon organisation pro et perso. Mais et je le prends avec le sourire au final. Mais je pense qu'il y a plein de moments qui le vivent et autant c'est fatigant, c'est épuisant, ça nous énerve, mais vraiment ça m'énerve. Mais je me dis ben qu'est-ce que je vais bien faire, enfin qu'est-ce que je vais y faire à part le prendre comme ça, faire avec ce que je peux. Et je pense un des enseignements aussi que j'ai tiré en travaillant avec toi, c'est le fait que quand je suis face à un problème, d'essayer de trouver des solutions avec des actions qui sont à ma portée. Pas essayer de ne voir que les contraintes que je contrôle pas, parce que sinon je vais être bloquée et me dire ça va pas et je vais pas avancer et puis voilà. Vraiment essayer de trouver les solutions qui sont à ma portée, qu'est-ce que moi je peux faire pour solutionner une partie du problème, puis après faire pas à pas. Mais je vois cette évolution et en même temps je me dis ben c'est chouette que du coup ben les personnes aussi à l'extérieur le voient, parce que c'est vrai que ça avait commencé avec de l'humour et des vidéos, enfin un peu de tout pendant le confinement, à vraiment quelque chose qui est construit, on m'identifie comme Madame réseaux sociaux ou comme Madame digitale ou comme Madame livre ou comme Madame engagée. Enfin, donc et c'est tous ces mots qui, pour moi collent à l'image que je veux construire aujourd'hui de moi. C'est rigolo ce que tu dis parce que t'es la deuxième personne en 2 jours. Hier, j'avais une autre interview podcast et la personne me disait la même chose. Elle disait bah j'ai commencé comme ça et j'adore ce côté que tu dis et qu'elle avait aussi de bah c'était pas c'était au début c'était presque du jeu, tu vois, c'était bah, je fais mon petit truc, j'ai pas d'enjeu particulier autre que de vouloir partager sur un sujet qui me tient à cœur, je me prends pas la tête
j'expérimente. Et si ça parle, c'est tant mieux. Et elle aussi, son compte, son compte a beaucoup grossi et les gens lui trouvent une légitimité. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve génial dans ce que tu partages. C'est ce côté, je commence, je teste, je me prends pas la tête. Il y a pas un enjeu de dingue. Et je teste, je m'amuse et on voit ce qui en sort. Et petit à petit, ça devient quelque chose qui prend une vie propre et qui devient un gros truc. Et toi-même, dedans, tu te vois pas évoluer autre que les retours qu'on te fait. Mais oui, je te confirme, on sent que ça évolue. Merci beaucoup. Mon autre question par rapport à cette balle des réseaux sociaux, de ton engagement, de tes prises de parole, c'est comment est-ce que ça vit avec les autres balles de ta vie professionnelle? J'ai une casquette conseillère en marketing digital chez un employeur. Et donc, il y a environ à la naissance de ma fille, j'ai développé ma première fille, pardon. J'ai développé mon activité. Et donc, là, en fait, je dirais que mon engagement me permet de choisir, entre guillemets, mes clients et de choisir les personnes avec qui je viens de travailler. Typiquement, j'ai des personnes, des clients, des types de produits ou projets pour lesquels on m'a sollicité, où je me suis permis de dire non parce que ça ne collait pas avec, enfin, je sentais pas la personne, ça me correspondait pas, voilà, j'avais pas forcément envie de le faire, donc voilà, donc ça, c'était parfois par rapport au type de projet dans lesquels je peux m'investir, ça me permet de le faire. J'ai eu la possibilité aussi, de par ma prise de parole engagée sur Instagram, de travailler avec un des plus gros médias belges, donc la RTBF, où je fais des chroniques littéraires de manière ponctuelle. Et donc là, entre guillemets, je ne me cache pas. Je propose vraiment des lectures qui sont engagées et qui vont dans le sens de mes prises de position. Ça, c'est vraiment chouette parce que j'aurais jamais imaginé qu'on me dise, Mélissa, on aime bien ce que tu fais sur Insta, fais-le sur ce média, quoi. Donc, ça, c'était même pas, voilà, j'y aurais jamais pensé. Et pour lier le pro avec cet engagement, je pense que le pas d'après, ce serait au niveau de mon employeur de pouvoir aussi réussir à mettre en place des choses, faire bouger certaines choses dans l'entreprise, quoi. Je pense que ici ma deuxième fille, entre guillemets vivante, on va dire ça, mais ma dernière née, me fait vraiment prendre conscience des déséquilibres qu'il y a par rapport à la gestion de la vie pro et perso. Et je me dis, mais si l'État ne fait rien, c'est à l'employeur de faire des choses, quoi. Et donc là, je crois que ce sera mon prochain combat. Je sais pas s'il sera gagné, mais au moins je vais essayer. Je vais jeter une bouteille à la mer, comme on dit. Je crois qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, et donc là, ce serait dans la continuité de ce que je fais, parce que tout ce que je dis sur Instagram, actuellement, j'ai du mal à envisager de le mettre sur LinkedIn parce que j'ai pas envie de devoir me justifier après au travail, en gros. Mais je ne me cache pas quand je suis dans la vraie vie, de recadrer les personnes quand il y a quelque chose qui dérape, quoi. Ok, donc c'est ta prochaine zone d'évolution. Faut s'attendre aussi à un nouveau thème qui va émerger dans tes partages. Tellement utile en même temps. Ouais. Et c'est vrai, en fait, je trouve que quand tu deviens maman d'un enfant, en fait, ça va parce que le rapport de force, entre guillemets, t'as 2 parents pour un enfant. Et du coup, ça roule, tu vois. Sans compter que parfois, tu peux avoir des babysitters, de la famille, etc. Ouais. C'est sans douleur presque. Par contre, quand tu commences à en avoir un deuxième, là, tu te dis, ah ouais, non, en fait, c'est chaud. Donc, ouais, c'est un peu ça l'effet du numéro 2. Ouais, clairement. Là, ça picote un peu, quoi. Donc voilà. Je crois qu'ici, ça va vraiment être mon prochain projet. Et puis, il y a peut-être aussi la possibilité d'un travail commun avec d'autres personnes sur la thématique de la parentalité. Et voilà, 2025, je pense que ça va être une année très maman, maman pro. Complètement. Alors justement, tu es en pleine reprise du travail après la naissance de ta deuxième, troisième. Comment ça se passe pour toi? Je dirais que c'est un peu le chaos. Un chaos presque organisé, mais un chaos presque maîtrisé, on va dire. Mais ouais, c'est vrai que je pense qu'on dit pas assez à quel point passer de 1 à 2, c'est une logistique quand même assez sportive. Je parlais encore ce matin avec une maman en déposant ma grande à l'école.
Parce qu'elle sait que elle vient aussi d'avoir un petit comme moi qui va commencer à la crèche comme moi, etc. Et donc du coup, elle me demandait, ah, la petite est à la crèche. Elle avait l'habitude de me voir arriver avec les deux, donc une soit avec le maxi cosy et l'autre à qui je tire la main, et on est en train un peu de galérer. Et donc elle avait l'habitude de me voir, quoi. Et donc elle me dit, ah, la petite est à la crèche. Je dis, ah bah oui, elle a commencé, etc. Et puis donc on parlait de tout ça, quoi. Mais et on parlait du fait que vraiment avec un deuxième, c'est pas simple parce que on doit gérer les crises en plus ici nous elles sont rapprochées de 2 ans et demi, la grande a 2 ans et demi, donc on doit gérer les crises ce qu'on appelle le terrible two qui apparemment bascule après vers un teenager, mais ça je suis pas encore prête. Et donc il y a toutes ces crises là et puis oui, reprendre le travail c'est avec ces contraintes là, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, quoi. J'entendais encore ce matin un podcast qui disait que souvent, quand on arrive à 2 enfants, du fait qu'il y a parfois l'impossibilité de mettre l'enfant, le deuxième à la crèche, le parent, souvent la maman, se retrouve à devoir soit réduire son temps de travail, soit arrêter de travailler, soit prendre un congé maladie pour pouvoir prolonger son congé maternité. Enfin, donc, c'est à nous-mêmes de trouver des solutions parce que le système est défaillant et ça va pas. Ouais, totalement. Totalement. C'est vrai que le passage de 1 à 2, c'est vraiment... là, tu comprends en fait que tu es mère de famille, quoi. Ouais, clairement. Ouais, vraiment. Ouais. Surtout que tu es retournée avec des péripéties de crèche en grève et tout ça, toi, en plus. Oui. Oui. La semaine où j'ai repris, il y avait une grève de la crèche, quoi. Donc là, et là, j'avoue que je me suis effondrée. Enfin, j'ai dit c'est pas possible. En fait, une amie m'a dit c'est un signe que tu dois rester avec la petite à la maison, etc. Je dis ouais. Je sais pas si mon employeur va prendre ce signe-là, mais clairement, j'ai dit c'est pas possible. En fait, ça va pas. En fait, et donc ici, c'est vrai que sur le mois de janvier, il y a 4 grèves qui sont annoncées. Sur les 2 semaines où j'ai repris, donc il y a eu 4 jours, enfin il y a 4 jours sur les 2 semaines de janvier au total où j'aurais repris. Il y aura 4 jours de grève. Ouais, ça fout quand même un coup au moral. Et puis après, la difficulté qu'on rencontre pour le moment, c'est que dès qu'il y a un problème avec le système de garde, c'est à moi en tant que maman de trouver une solution. On va dire que les papas n'ont pas forcément été éduqués entre guillemets à penser à tout ça. Et donc là, donc du coup, on a beaucoup de discussions par rapport à ça. Et si je reviens sur le travail qu'on a fait ensemble, et une des raisons pour laquelle j'étais venue me trouver, c'était aussi ma difficulté à parler avec mon compagnon, parfois de ma grossesse qui était difficile et ce que ça avait comme conséquence sur moi et sur la gestion du temps, et de la gestion de la famille. Et dans les questions que tu t'avais envoyé pour préparer cette interview, il y avait aussi quel outil j'utilise au quotidien pour gérer les problèmes que je rencontre au moment où on a travaillé ensemble. La discussion est d'énumérer entre guillemets un peu les problèmes que je rencontre et de trouver des moyens de lui expliquer ce que moi je ressens et ce que ça a comme impact sur moi avant de lui dire tu fais ceci, tu fais cela, mais vraiment juste parler de mon ressenti à moi. Ça m'a permis ici de débloquer une chose que lui ne voyait pas par rapport à ma situation. Pareil pour moi, il m'a du coup après plus facilement partagé ce que lui ressentait par rapport à la situation. Et donc on a eu une discussion hyper fluide et en comparaison avec ce qu'on vivait il y a, je dirais peut-être pas 6 mois mais 9 mois, enfin avant de faire ce travail avec toi, ça n'a plus rien à voir. Enfin, je fais une parenthèse, mais par rapport à ce bouleversement qu'est l'arrivée d'un deuxième enfant, je pense que si j'avais pas fait ce travail-là en amont avec toi, ça aurait été vraiment hyper compliqué. Je crois que clairement, du coup, ça devrait même être chaque parent qui a une famille élargie devrait avoir un accompagnement sur OK, voilà comment se préparer, même si on se prépare pas vraiment parce que il y a des imprévus tous les jours, mais comment se préparer mentalement à ce que ça va impliquer, etc. Enfin, c'est vraiment important cette partie de communication parce que ça nous a clairement manqué pendant un temps et puis le travail avec toi m'a permis de justement rebondir là-dessus, quoi. Alors là, 2025 ne fait que commencer et pourtant tu m'as fait mon année en me partageant ça. Parce que y a rien qui me fait plus plaisir que quand on met des choses en place en session, qu'on débloque des choses et de voir que ça reste
parce que c'est pas l'objectif, mais vraiment rien ne pourrait me faire plus plaisir. Et je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, la grossesse, le postpartum, la reprise du travail, c'est des périodes qui sont tellement chargées, que c'est des grosses transitions de vie. Et en fait, ce que ça fait, ces périodes de transition là, c'est que ça secoue tes fondations en fait. Ça te remet face à toutes tes croyances, toutes tes représentations. Et si tu fais rien, effectivement, tu peux attendre que la situation se passe toute seule, mais en fait, ça veut dire que pendant que tu fais ça, tu gères pas le stress que ça te génère et les trucs s'enquistent un peu et s'aggravent. Et souvent, c'est vraiment des incompréhensions. Tu vois, typiquement, le rôle des papas qui s'attendent à ce que ce soit toi qui gères. Ça, c'est la force des habitudes. Tu vois, en plus, toi, t'es avec un mec bien, on va dire. C'est pas le cas de tout le monde, mais toi, oui. T'es avec un gars bien, qui est bienveillant, qui veut bien faire, mais quand tu me dis ça, je me dis, en fait, il s'est juste habitué à ce que tu sois à la maison en parent 1. Et du coup, pendant des mois, c'est le fonctionnement par défaut. Et en fait, c'est compliqué de mettre un autre fonctionnement en place quand tu dis, en fait, on est parents à 50-50 maintenant et réorganisons-nous. Sauf que si le schéma que tu as en tête, c'est pas mon compagnon, c'est pas mon partenaire, c'est pas mon coéquipier, c'est mon ennemi et il veut rien faire, c'est comme ça que tu abordes la discussion. Ouais. Et je pense que là, c'est plus du tout dans cet état d'esprit-là que t'es en mode, on est une équipe. Comment est-ce qu'on arrive ensemble à notre objectif? Tu m'as fait mon année. Merci. C'est trop bien. Toi, t'as fait mon année 2024. Enfin, t'as sauvé mon année 2024, donc c'était la moindre des choses de faire tout ça. J'adore. J'ai envie de remonter encore un peu plus le temps avec toi, au moment du postpartum, de la grossesse, et que tu nous racontes un peu comment tu as vécu ces étapes-là en 2024. La grossesse, donc à la fois, c'était une bonne nouvelle et une nouvelle assez stressante, dans le sens où on savait que j'allais être alitée, parce qu'on savait d'office que c'était une grossesse compliquée à cause de mes antécédents. Et donc, j'ai beaucoup culpabilisé pendant cette grossesse parce que je savais que j'allais devoir imposer à mon mari de s'occuper de moi, mais aussi de notre plus grande. Je culpabilisais parce que du coup, je ne pouvais pas non plus jouer avec la plus grande, donc c'était pas la grossesse la plus heureuse du monde. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à parler de cette grossesse, de me réjouir, etc., de préparer. En plus de ça, pendant la grossesse, il y a eu l'imprévu on a trouvé une nouvelle maison. Donc, du coup, c'était un stress en plus. Mais c'était vraiment une grossesse particulière parce que j'ai vraiment eu du mal à connecter avec ma fille. Et pourtant, aujourd'hui, voilà, maintenant qu'elle est là, on est vraiment en fusion. J'ai du mal autant pour la grande, j'avais hâte qu'elle aille à la crèche, qu'ici, je pleure, je vais la chercher plus tôt. Enfin, c'est vraiment, c'est ma petite poupée, quoi. Donc voilà. Mais la grossesse, je dirais pas que j'en ai pas profité, mais j'ai pas été épanouie comme on pourrait être épanouie, enfin, comme on s'imagine qu'on peut être épanoui pendant une grossesse. Mais c'est vrai que la culpabilité, elle laisse pas beaucoup de place à autre chose. Ça prend beaucoup de place et ça te bouffe, en fait, ton énergie, ça te bouffe ta joie. Et c'est vraiment, je me souviens que c'est ce qui m'avait beaucoup frappé quand on s'était parlé au moment de l'appel découverte. C'était ce mot de culpabilité était revenu vraiment beaucoup. Comment t'as fait la paix avec ça aujourd'hui, avec toutes les choses qui te faisaient te sentir coupable à l'époque? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Je pense déjà notamment le travail qu'on a fait ensemble, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Enfin, je l'ai déjà dit à la fin de notre travail, mais ça a vraiment beaucoup aidé. Du coup, ça m'a permis de retenir certains éléments, certaines phrases clés du type je fais de mon mieux, et donc accepter le fait que je suis en train de faire de mon mieux et que c'est pas parfait, mais voilà, je fais comme je peux. Aussi le fait que en temps normal, et ça c'est aussi une chose que tu m'avais dit, en temps normal, je suis à 100% de mes capacités, mais que cette grossesse incombe que je sois à peut-être 30, 40, 20, en fonction de la période, et que 20 ou 30, 40% de mes capacités, que c'est comme ça et que je dois faire avec cette énergie en moins, mais que c'est pas pour autant que j'aime moins ma fille, c'est pas pour autant que j'aime moins mon mari, c'est juste que la situation fait que je dois fonctionner avec ce corps qui fabrique un enfant et qui du coup est moins speed, moins bulldozer comme je peux l'être. Et puis une des troisièmes choses aussi qui m'a aidé à accepter cette situation et accepter et en même temps travailler pour changer peut-être à ma petite échelle ou dans mon couple au moins la situation,
c'est de se rendre compte que et ça aussi c'est le travail qu'on a fait ensemble, mais c'est de se rendre compte que la grossesse, c'est vraiment un don de soi. Et même si pour ma première fille, ici, ma grande, je m'en rendais compte parce que je devais rester alitée, mais voilà, c'était un autre contexte, on était seuls, c'était le Covid, enfin, c'était pas la même chose, il n'y avait pas encore une grande, donc c'était pas encore la même chose. Ici, je me suis vraiment dit, je donne vraiment de ma personne, quoi. Je donne de ma personne pour être au top pour ma grande, pour qu'elle se rende compte de rien, même si elle se rendait très bien compte que maman n'était plus disponible pour elle, que maman était fatiguée, que maman était un peu plus tendue, etc., etc. Et je donne physiquement de ma personne pour que l'autre à l'intérieur, elle mange ce que je mange, qu'elle mange mon énergie. Enfin, tout ça, c'était... Donc, ces trois éléments-là, ça a vraiment... Et comprendre ça, je crois que ça a vraiment été la clé parce que sinon, je crois que j'aurais beaucoup culpabilisé. J'ai culpabilisé aussi par rapport à mon travail. Ça, donc, on avait fait aussi ce travail-là je culpabilisais d'avoir été alitée, donc être arrêtée plus tôt. Et donc, j'ai fini par comprendre, c'est pas ma faute, en fait. Enfin, comme je viens de dire, je construis un être humain, mon corps a ses capacités, ses faiblesses, et donc je dois vivre avec, je dois composer avec pour pouvoir mener cette grossesse à terme, etc. Donc, tout ça, vraiment comprendre ça, même si en soi, on pourrait se dire, c'est logique. Pour moi, ça ne l'était pas. Mettre des mots dessus, travailler dessus, ça m'a vraiment aidé à traverser ça. Ouais. Après, comme je t'ai sans doute déjà dit, et comme c'est vraiment important pour moi de le dire, t'es pas la seule, en fait. On nous a dit qu'on pouvait tout avoir, et pourquoi pas, mais sauf que ce qu'on nous a pas dit, c'est qu'on peut pas tout avoir en même temps, et qu'on n'est absolument pas tenu d'être à 100% partout tout le temps, et qu'en fait c'est impossible. Si toi ton fonctionnement par défaut c'est je suis hyper active, je suis ambitieuse, j'ai des projets, j'ai des objectifs, d'un coup ton corps il suit pas, mais c'est un peu choquant. Sans compter que par-dessus tu as tous les modèles, tu vois, de une maman comme si elle doit être comme ça, une femme enceinte, elle doit être épanouie et heureuse, ou alors elle fait face à ses névroses et à ses peurs en fait les plus profondes. Sauf que toi tu te dis une femme enceinte ça doit être comme ça doit rayonner, ça doit faire des gâteaux avec sa grande, et du coup tu te dis mais moi j'arrive pas à faire ce modèle, tu vois, j'arrive pas à faire comme dans le magazine, mais sauf que le magazine il te ment. Le magazine il a trop menti, franchement. C'est ça. Mais c'est chouette en tout cas si déjà le travail qu'on a fait ensemble t'a aidé à déconstruire un peu ça, et j'espère vraiment que c'est quelque chose que tu garderas avec toi. Alors ça dépend de ce que tu traverseras, mais c'est parfois un travail à refaire, à se dire attends, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai eu ça, donc c'est normal. Mais vraiment c'est quelque chose que j'espère que tu garderas, et j'espère aussi que c'est quelque chose qu'on arrivera à transmettre à l'audience du podcast ensemble. C'est magnifique en tout cas de voir comment tu as vécu ton postpartum et comment là, on te sent... Alors, j'aime pas cette expression de revenu à toi, mais un peu quand même, tu vois, on te retrouve en fait, et ça fait vraiment hyper plaisir. Ouais, non, et en plus, c'est marrant que tu dises ça parce que je crois qu'une des choses que je t'avais dites quand on travaillait ensemble, c'est que j'avais l'impression de ne plus être moi. Et tu m'avais fait comprendre que Mélissa, ça revient. En fait, faut pas, enfin, tu vois, comme tu l'as dit, on passe toutes par là. Enfin, il y avait aussi une comparaison avec, je crois que c'était avec une histoire d'ordinateur que tu avais dit. Attends, faut que je retrouve ça, mais je crois que tu avais ton ordinateur qui était cassé. Et tu avais fait la comparaison avec ça aussi, que il y a des moments où le système est down et il faut peut-être le faire réparer, il faut le mettre en pause, ça doit se relancer, etc. Mais ça revient toujours. Et c'est vrai que quand tu m'avais fait cette comparaison-là aussi, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, ça revient. Enfin, c'est des comparaisons, des fois, que je vais chercher un peu comme ça, qui en soi, à première vue, on se dit, c'est quoi le lien, c'est n'importe quoi, mais ça comme rapport. Mais si, en fait, on a tous besoin de recharger les batteries. Il y a des moments où, fatalement, ton ordinateur, il va plus performer de la même manière s'il est tiré, tu prends tout son jus, fatalement, il ne fonctionne plus de la même manière au bout d'un certain temps. Et moi, c'est la grossesse qui a fait que je ne travaillais plus, je ne fonctionnais plus de la même manière et je me sentais vraiment éteinte, quoi. Et je crois il a fallu quand même 1 mois après l'accouchement pour que je me retrouve et que
ouais, que je sorte un peu la tête de ce flou dans lequel j'étais. Mais oui, là, je sens que je revis. Mmh. Alors, on comprend en fait en t'écoutant pourquoi tu t'es dit à un moment donné, OK, là j'ai besoin d'aide. Tu parlais de la communication avec ton mari, tu parlais de ta culpabilité, tu parlais du fait que il y avait des difficultés liées à la grossesse, mais ça a été quoi ton déclic pour dire OK, là je me réserve un appel découverte. Je crois que c'est parce que c'était une espèce de trop plein en fait par rapport à ce que je vivais que tu avais posté une story, je sais plus laquelle, mais sur laquelle ça m'avait fait, enfin, je m'étais reconnue à 100%. Je sais plus si c'était une story ou un post, mais enfin, tu avais posté un truc, je m'étais reconnue à 100% dans ce sentiment de trop plein et je débordais, etc. Donc, du coup, bah, j'étais curieuse de voir ce que tu proposais. Et puis, ben, on s'est appelé, j'ai fondu en larmes. Et bon, là, je me suis dit, bon, ben, je peux pas continuer comme ça, quoi. Parmi les points que je voulais qu'on travaille, c'était mes réactions face au stress et la communication dans le couple. Et en sachant que je ne voulais pas vivre une grossesse 100% dirigée par le stress ou par mes colères envers mon mari, que j'arrivais pas à m'exprimer, etc. Je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut qu'on travaille, sinon ça n'ira pas, quoi. Donc ça a été un peu ça le déclic de me dire, OK, j'y vais. Et même si, ben voilà, j'avais des hésitations par rapport au budget parce que j'avais l'impression que c'était égoïste, que c'était aussi un caprice aussi. Enfin, on avait aussi parlé du rapport à l'argent parce que je sais plus si c'était aussi ça l'angle qu'on avait abordé, mais c'est vrai que dans nos cultures africaines, ben, travailler sur sa santé mentale, c'est pas un sujet en fait. Ça n'existe pas. Donc du coup, Va à l'église. voilà. Mais alors que les deux peuvent être compatibles, mais là c'est vraiment un non-sujet, quoi. Et donc du coup, ben j'avais cette culpabilité par rapport au fait de prendre soin de ma santé mentale, alors que ben, clairement, je sais que ça fait du bien à moi, à mon couple, à la famille. Enfin, c'est un effet ricochet sur tout le reste, quoi. Mais ouais, il a fallu aussi qu'on travaille sur ce point-là de la finance, du budget, du blocage des budgets, parce que j'avais des croyances des croyances par rapport à ça. C'est tellement normal. C'est complètement normal parce qu'en plus, tout ce qui est santé mentale et bien-être mental, c'est un impensé. On se dit, bah, enfin, c'est normal d'être stressé, tout le monde passe par là, Ouais, enfin, c'est bon, j'attends que ça passe. Mais en ouais, fait, ça a pas besoin d'être comme ça. Enfin, on mérite d'être soutenu et de la même façon qu'on se fait accompagner pour, je sais pas, pour s'occuper de nos enfants, pour avoir une assistante, pour avoir une femme de ménage, ben pourquoi est-ce que tu irais pas chercher du soutien dans le truc qui est le plus important, en fait, ouais, ton bien-être mental, enfin, mais je comprends et c'est pour ça que moi, je mets jamais la pression, je force pas. Si la personne, je sens que ça passe pas, et que le blocage est trop fort, je vais jamais pousser. Mais pour autant, je suis habituée à voir ça. Tu vois, à se dire, «Ouais, mais c'est un investissement, est-ce que je peux me le permettre?» Et en général, les gens que je vois en appel découverte, c'est des gens qui ont les moyens. Parce que tu te doutes qu'un investissement en coaching, ça va te coûter quelque chose. Mais tu te retrouves face à ta propre croyance limitante. C'est un peu comme tout à l'heure quand tu nous disais, «Bah oui, il y avait la peur, mais il y avait aussi l'envie» et j'ai écouté l'envie. Bah, ça me fait un peu penser à ça, en fait, là, ce que tu me mhm. dis. Ouais, complètement, complètement ça. Du coup, si tu pouvais retourner en arrière et dire à la Mélissa d'il y a, c'était quoi? Il y a 9 mois, 10 mois en arrière, un truc qui la ferait se dire: «Ouais, allez, je fonce, je me pose même plus de questions». Tu lui dirais quoi? Tu vas pas le regretter, tout simplement. Ouais. Tu vas pas le regretter, c'est pour ton bien. T'en as besoin, tu vas pas le regretter. Et ouais, je crois que je dirais rien de plus compliqué que ça parce que vraiment ça résume vraiment bien ce que je ressens aujourd'hui, c'est que j'ai zéro regret par rapport à cet investissement-là. Et je crois que euh, tout comme j'investis en moi pour faire des formations liées à mon travail, je pense qu'investir en moi dans ma santé mentale pour
être à l'aise, parce que du coup, on n'a pas vraiment encore parlé des sujets qu'on a abordés, qu'on a travaillé pendant ces sessions, mais on a travaillé aussi sur ma confiance en moi par rapport au travail, et ce travail qu'on a fait ensemble. Je pense clairement que j'aurais pas été aussi à l'aise dans les formations que j'ai données par la suite si j'avais pas fait ce travail-là avec toi, tu vois. Donc, et ce qu'on a fait pour cette formation-là, ça me sert pour les suivantes, tu vois. Maintenant, je dois réaborder une des sujets de formation que j'ai donné, mais je suis hyper confiante. Je me dis, allez, c'est pas grave, ça va aller. Enfin, je retourne dans ces outils qu'on a développés ensemble. Quand tu me disais, qu'est-ce qui te bloque? C'était ça. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour fonctionner? Un calendrier. OK, comment on fait un calendrier? On fait un rétro-planning. Et qu'est-ce que tu dois faire pour mettre... tout ça, je le remets tout ça en place et je me dis, du coup, j'essaie de faire la même chose avec mon mari, parce que du coup, il me dit, ah oui, mais moi, je suis pas aussi organisée que toi, nana, mais je dis, mais j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé là-dessus, et parenthèse, mais du coup, je lui ai avoué je lui ai, je lui ai avoué, je sais pas si c'est le bon mot, mais que j'avais fait ce travail-là avec toi l'année dernière. Il était pas au courant, en fait, que j'avais dépensé, que j'avais fait ce projet, que j'avais fait ça. Il était pas au courant. Je lui ai pas dit, je lui en ai pas parlé. Ah, mais c'est énorme. Pourquoi tu lui en avais pas parlé? Peut-être c'est un sujet qu'on devrait travailler, mais je voulais pas, en fait, au départ, je me suis dit, j'ai pas envie que si jamais ça foire, ça n'a pas foiré, mais qu'ils me disent, ouais, tu fais ça et ça sert à rien. Non, c'était déjà ça, et puis je sais pas, j'ai envie de garder ça pour moi, de me dire, c'est mon petit jardin secret, je fais ça et voilà. J'ai envie de garder ça pour moi, je crois juste. Et puis je crois que je savais pas comment lui en parler, et je me suis dit, c'est pas grave. Et puis là, je lui ai dit, tu sais, j'ai fait un travail là-dessus sur moi, etc. Et puis il a dit, ah, de toute façon, il n'a pas forcément plus réagi que ça, mais du coup, il était quand même surpris. Puis voilà, comme on est dans une discussion, il y a plein de choses, du coup, on est passé à autre chose. Mais ce que j'ai utilisé avec toi, ce que tu m'as aidé à faire, à développer comme outil dans ma gestion de ce problème lié au travail, j'essaie de le guider vers ça aussi, même si au final, c'est lui qui trouve des outils. Et donc, du coup, lui est venu aussi avec des outils. Et dans un des outils qu'il a proposé, c'est de se dire que tout comme au travail, on a des tâches définies pour chacun. On a une fiche de travail avec une fiche métier. On a une fiche métier, entre guillemets, à la maison, chacun, avec qui fait quoi, etc. Et donc, lui, ce sera sa fiche, quoi. Et donc, une fiche pour lui, une fiche pour moi. Et je me suis dit, c'est trop bien, en fait. Et donc, du coup, il me dit, on va faire ça. Je dis, non, il n'y a pas de on. C'est toi qui vas le faire. Tu le fais. Et moi, dès que tu l'as fini, on regarde ensemble. Mais tu vas d'abord, toi, faire par la liste, etc. Puis après, on analyse ensemble. Mais du coup, j'étais hyper contente que cette discussion et tout ce travail en amont, etc. Mais cette discussion avec lui dernièrement a mené à ce qu'il lui développe un outil, parce que j'arrive à, de ce que j'ai appris avec toi, faire en sorte que ça rejaillit sur ma relation de couple, quoi. Donc pour répondre à ta question, si je veux dire à Mélissa d'il y a 10 mois des choses pour la convaincre, c'est fonce, tu vas pas le regretter, ça va être bénéfique pour ton couple et ça va vraiment avoir des effets positifs sur ta vie de famille et rejaillir partout sur ta vie professionnelle, etc., quoi. Donc voilà. Voilà, mais merci pour ce retour et j'adore cette histoire des fiches métiers. Je pense qu'on va avoir des fiches métiers couple jaillir un peu partout dans la communauté des jongleuses. En tout cas, vraiment, j'espère. C'est génial. Ouais. Mais tu vois, ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que tu as utilisé plusieurs fois le mot investissement. Et c'est vraiment ça. Et c'en est la preuve. Quand tu achètes un coaching, c'est pas un truc qui va perdre de la valeur. Et si tu le fais bien comme toi, tu l'as fait, c'est-à-dire que toi, tu étais hyper lucide sur toi-même, hyper pas sans pitié, parce que c'est pas ça l'idée, mais c'est vraiment je me regarde en face et quand c'est moi qui déconne, je me le dis, je répare et je trouve la solution. Et ça, c'est absolument fabuleux. Et je pense que c'est pour ça que t'es allée aussi vite. Donc, si tu achètes un coaching et que tu fais les choses bien et que t'es prête à le faire, à te regarder comme ça et que tu appliques les choses par la suite, chose que t'as faite aussi, mais franchement, travailler avec toi, c'était du petit lait. C'était absolument fantastique. Et en fait, c'est un investissement parce que, tu vois, tu nous disais tout à l'heure que ce qu'on a fait pour préparer ta formation c'était novembre ou octobre, je crois. Novembre, et tu l'as gardé et tu vas le répliquer. Là, tu es en train de filer des trucs à ton mari qui lui aussi rajoute des trucs.
Et en fait, ça ne fait que s'apprécier, ça ne fait que prendre de la valeur. Ça joue aussi sur ton rôle de maman. On te voit avec ta fille, on te voit être dans cette espèce de douceur et de lenteur dans ton postpartum. On te voit être capable de changer ton énergie et de te redynamiser quand tu recommences à travailler sur les réseaux. Donc, ça ne fait que s'apprécier. C'est pas un truc de caprice, c'est vraiment un investissement. Et le truc aussi que j'adore et sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est ce côté unique, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai des outils, mais et ce que il pourrait s'appliquer à tout le monde, mais en fait, c'est tellement personnel à chacun. Et d'ailleurs, dans un accompagnement, tu vois bien, à aucun moment, je te dis, Mélissa, fais ci ou fais ça. Toujours, qu'est-ce que t'en penses? Toi, ton fonctionnement, c'est quoi? C'est ça qui fait que ton mari ramène cet outil, c'est qu'en fait, c'est unique à la personne parce que c'est toi avec ton fonctionnement, avec ta façon d'apprendre, ta façon de te souvenir des choses. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette dans le fait que ça se diffuse et ça fait des petits. C'est trop trop cool à voir. Oui, clairement. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as retiré? Tu nous as vraiment partagé des petits bijoux là tout au long de l'entretien. Mais qu'est-ce que tu gardes avec toi de cet accompagnement? Je pense déjà les outils. Et puis, même si on l'a pas verbalisé comme ça, mais je dirais l'expression tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Enfin, je sais pas si on dit ça partout, mais en tout cas en Belgique, c'est une expression pour dire d'abord réfléchir avant. Mais j'avais quand je travaillais avec toi, j'avais mon petit carnet que j'ai toujours là, c'est un peu mon compagnon. Mais du coup, je garde en tête des petites phrases ou des petits éléments comme ça qu'on a identifiés, du type par rapport à ma gestion du stress ou ma gestion de ma colère, si on peut parler de colère, mais bon, je suis pas non plus une colérique, mais par rapport aux disputes que je peux avoir parfois avec mon mari, c'est de réussir à dire quand ça va pas, ce qui n'était pas toujours le plus simple. Donc c'est vraiment instaurer un mode de communication qui soit plus serein, parce qu'après, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça rejaillit sur le reste, quoi. Donc, ça, c'est vraiment, je crois, le plus important par rapport à mes enseignements. Faire confiance au process aussi. Je l'ai encore dit aussi hier à je pense que c'est une personne qui est enfin, une collègue ou quoi, mais vraiment faire confiance au process, c'est aussi un truc que tu m'avais dit, que je n'intériorisais pas du tout, et que là, vraiment, c'est quelque chose qui me guide. Et donc, je disais il y a quelques minutes qu'on sentait que j'acceptais de vivre un postpartum plus lent, d'être dans la douceur, alors que avant j'étais dans l'énergie où on devait toujours faire, etc., l'action. J'ai accepté que je peux être les deux et que les deux sont pas incompatibles, et que c'est pas parce que maintenant je suis dans une phase où j'ai envie d'être dans la lenteur que par après, je pourrais pas être dans la propulsion et de redonner un peu de... Et vraiment comprendre que je peux être dans ces deux modes-là, c'est vraiment... ça m'aide en fait au quotidien, parce que du coup, j'accepte le fait que je suis une maman et que je suis pleinement avec mes enfants quand je suis avec elles le soir ou le matin, etc. Versus, enfin, là, je reprends seulement depuis une semaine, mais quand je suis au boulot, je suis à fond dedans et je m'implique à fond, sérieusement, etc., quoi. Donc, c'est vraiment une chose, enfin deux choses qui sont vraiment importantes pour moi. Donc, faire confiance au process, communiquer et alors m'écouter, me faire confiance, quoi. Magnifique. Merci beaucoup, Mélissa, pour tes partages. J'ai vraiment adoré te revoir, rediscuter avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé où tu te dis, tiens, ça c'est important, ça, j'aurais aimé en parler? Je relis mes notes aussi. Il y avait la question de, comment dire, quels ont été les freins par rapport au fait de travailler avec toi, qui aurait pu me faire peur, et qu'est-ce qui m'a poussé à revenir vers toi, etc. Donc, enfin, on en a parlé, hein, mais je crois que vraiment, ça devrait être quelque chose pour lequel on devrait oser plus facilement se tourner vers une personne qui peut nous accompagner sur des problématiques qu'on a, parce que ça accélère un peu la réflexion, quoi. Enfin, ça accélère
le changement, le processus. Et on n'est pas juste tout seul à se faire des idées dans la tête ou quoi. Et j'essaie vraiment d'utiliser ce que j'ai appris avec ce coaching dans les différentes étapes, enfin les différents problèmes que je peux rencontrer dans ma vie. Je suis contente de l'avoir fait. Je me dis que c'est quelque chose que je pourrais encore faire par après. Mais vraiment, s'il y a des personnes du coup qui hésitent à faire appel à ce type de service, du coup, c'est un service qui se rend à eux-mêmes parce que c'est vraiment primordial en fait. Enfin, moi, je m'en rendais pas compte que ça l'était à ce point-là, mais quand je vois et maintenant, c'est aussi le fait de maintenant en parler que du coup, je conscientise tout ça. Je me dis, mais waouh, ça m'a aidé à ce point, je me rendais pas compte et c'est trop bien en fait. Donc, vraiment, si je pouvais rajouter un truc, c'est vraiment de dire, allez-y, go, foncez, c'est vraiment primordial. Ça devrait être remboursé par la mutualité. C'est pas mal ça. Tu veux pas prendre ça comme projet plutôt pour 2025, s'il te plaît? Je vais en parler. Un grand merci Mélissa, j'ai passé un super moment. Merci à toi pour ta générosité, ta transparence dans cet épisode. Vraiment, j'ai passé un super moment. Pareil pour moi, vraiment, c'était trop chouette de reparler avec toi, c'était trop cool. Ça m'a touché dans ce coaching. Avec plaisir. Et puis on se dit à bientôt. Merci encore. À bientôt, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré, fait réfléchir. Et s'il a titillé votre curiosité, si vous vous demandez vous aussi comment un coaching pourrait changer votre vie, si un coaching pourrait vous convenir, eh bien sachez qu'on peut en discuter ensemble au cours d'un appel découverte. Vous pouvez trouver le lien dans les notes de l'épisode et vous laisser guider. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.